Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, Jacques? Ah si, Kepler 22, c'est ça? J'ai entendu une éloge du 22 ce matin à la radio. Tout un paquet de nouvelles planètes, hein, pas seulement. Oui, Kepler oui, 22. tout à fait. Non, mais j'ai entendu une éloge du 22 ce matin à la radio parce qu'on disait que Bernard-Henri Lévy était le 22e du top 100 des personnalités les plus connues dans le monde. Alors évidemment, il y avait tout un sketch là-dedans, sur l'intérêt d'être le 22e, parce qu'en général, on retient le premier, mais qui retient le 22e? C'était assez bien fait. Alors, et du coup, il y avait une éloge du 22, parce que 22, il y a aussi le 22 mars, il y a aussi le... Je ne sais plus, il y a plein de choses qui sont... Pardon? 22 voilà les flics, oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils n'ont pas parlé de planète de Kepler 22. Je me suis dit, tiens, c'est dommage. Hein, Kepler 22, qui est celle dont on parle en ce moment, puisque ce serait une Terre un petit peu plus grosse que la nôtre, située à 600 années-lumière de chez nous, et une planète qui serait... Ça va? Tu as trouvé ton vrai? Bon. Une planète... Ah ben voilà, 290 jours de période annuelle et qui serait pleine d'eau. Peut-être que de l'eau d'ailleurs. En tout cas, il y a de l'eau. Alors on a tendance maintenant à dire, puisqu'il y a de l'eau, c'est compatible avec de la vie. Oui, c'est compatible avec de l'eau liquide, parce que c'est dans la zone d'habitabilité. Vous savez, les astronomes essayent de trouver des planètes autour d'une étoile, dans une zone dite d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop près, auquel cas l'eau serait réduite en vapeur d'eau, ni trop loin, auquel cas on n'a plus que de la glace, parce qu'on pense que le meilleur endroit pour trouver de la vie, c'est quand même un lieu où l'eau existe sous forme liquide. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de l'eau, il y a nécessairement de la vie. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Enfin voilà, c'est un candidat possible. Donc Kepler 22b, découverte par le satellite Kepler, qui a toute une moisson de résultats, parce que je crois qu'on en est à 2003 ou 2004 planètes, exoplanètes découvertes, dont 200 à peu près qui peuvent avoir la dimension de la Terre. Enfin, donc, vous voyez, on est c'est vraiment quelque chose d'important. Mais alors celle-ci, ceci de particulier, c'est qu'on a des caractéristiques plus nouvelles, plus intéressantes. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Là, la nouvelle qui m'est apparue la plus récente pour nous, enfin en tout cas dont on parle un petit peu dans la presse. Voilà. Alors. Excuse-moi. Oui, Jean. Tu sais, il y a la conférence de Paul Sermuter. Oui, non, mais fais-le parce que moi, j'ai rien noté. Ah non, non, c'est toi. Non, c'est toi. Ah non, non, non. Laurent a dit que tu le faisais. Non, tu as dit que tu faisais l'annonce. On va arrêter parce que... non, mais je connais rien, je sais pas. Moi non plus. Non, moi non plus. Bon. Non, je vais regarder sur mon ordi. Tu regardes, d'accord. On a une annonce à vous faire, mais notre directeur nous a dit Jean, fais-le. C'est pour vous annoncer la conférence de Saul Perlmutter, qui est un des 3 astrophysiciens qui ont obtenu le prix Nobel de physique il y a un mois, à peu près. Donc c'est un événement, mais je n'ai pas les dates ni le lieu. Enfin, on va vous le dire tout à l'heure. Voilà. Alors en attendant, je vais vous représenter Jacques Lascar. J'ai regardé dans nos archives, et la dernière fois que Jacques est venu, c'était en 2007. Ouais, 2007, pour nous parler de la dynamique à long terme du système solaire, des implications sur les paléoclimats de la Terre et de Mars. Et aujourd'hui, il vient nous parler de Mercure, Mars, Vénus, la Terre, le choc des planètes. Voilà. Alors, évidemment, tout cela répond à un travail et une passion qui est celle de Jacques Lascar pour les systèmes chaotiques, j'ai noté 4 thèmes, enfin c'est ce qui est le plus notable dans ses travaux: la stabilité du système solaire, l'évolution chaotique de l'obliquité des planètes, en particulier un travail particulièrement reconnu sur la rotation, où il montre la rotation rétrograde de Vénus, et également le paléoclimat, de la théorie astronomique du paléoclimat, je vais y arriver. Voilà. Alors, donc Jacques Lascar est directeur de recherche au CNRS. Il a obtenu la médaille d'argent du CNRS, mais j'ai oublié la date.
Moi aussi. Toi aussi. Membre de l'Académie des sciences et il travaille à l'IMCCE, qui veut dire Institut mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Alors, pour donner une idée d'une partie, d'une facette de ses travaux, en particulier sur la stabilité du système solaire, en 1999, c'est donc à cette date-là, qu'il a démontré que les planètes du système solaire ont des courses dites chaotiques. C'est à cause de cela... 10 ans avant. 10 ans avant 89. Oui, 89. Qu'est-ce que j'ai Ah dit? oui, j'ai entendu 99. Non, 89. Ce qui signifie que, eh bien, on ne peut pas prédire. C'est une mise en évidence. Ensuite, ça a été donc étendu au système solaire dans son ensemble en 2009. Une démonstration que même si l'on calcule l'évolution du système solaire avec la plus de précision possible, il y a un côté imprévisible sur une échelle qui est bien inférieure à la durée de vie du Soleil, une échelle de quelques millions d'années. Voilà pour l'essentiel. Donc je vais m'arrêter là sur cette présentation. Je suis ravi d'accueillir Jacques Lascar une deuxième fois, en particulier sur ce sujet pour lequel tu as des résultats de... Merci. Bon, ça, tu vas le présenter. Donc, on est filmé, là, hein, je crois. Oui, tant pis pour la présentation. Donc, merci pour cette... je vais te laisser la parole et en attendant, tu présentes ça. Ouais. Attends, mais j'ai besoin de ça. C'est très chaotique. Voilà, alors c'est pour vous annoncer une conférence publique par Saul Perlmutter, un grand astrophysicien américain, non, qui travaille sur l'énergie noire, les supernovae et les accélérations. Il a eu le prix Nobel. Oui, c'est pas inutile de le dire. Donc la conférence s'intitule Supernovae, Dark Energy and the Accelerating Universe, avec en principe possibilité de traduction simultanée. Je dis bien en principe, c'est ce qu'il y avait écrit dans le message. Et la conférence aura lieu samedi 17 décembre à 17h à l'amphi Farabeuf, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il y a déjà eu la conférence du Berry l'année dernière, sur le campus des Cordeliers, 21 rue de l'École de médecine. Samedi 17 décembre à 17h, Saul Perlmutter, prix Nobel de physique. En fait, c'est la troisième fois que je viens dans ces conférences. L'autre fois était aussi, je crois, en 2002. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, le temps passe vite. Ça fait... Mais ce que je voudrais commencer par faire, c'est en fait justement regarder depuis combien de temps durent ces conférences grand public, avec quelle un peu régularité, opiniâtreté. Et ça se fait pas sans rien. Ça se fait en fait grâce à deux personnes ici, Daniel Kuhn et le grand organisateur là-bas, Jean Mouette. Donc, je vous propose de commencer par les remercier, hein, d'emblée, comme ça sera fait, parce que, en fait, sans eux, ça n'aurait pas lieu. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'il y a un établissement d'astronomie qu'il y a de telles conférences, il faut qu'il y ait la volonté de certaines personnes et la ténacité pour entretenir ceci. Voilà. Donc, ceci étant dit, alors oui, on m'a dit aussi d'annoncer la conférence que je fais dans 2 jours à l'Observatoire, qui sera aussi sur le système solaire, mais axée sur Le Verrier, puisque là c'est l'année Le Verrier. Donc je parlerai de Le Verrier, de sa relation avec la théorie des paléoclimats, entre autres. Mais il y aura des recoupements aussi avec ce que je vais raconter ici. Alors ici, je vois qu'il est embêté là parce qu'il est obligé de me filmer en bougeant. Mais l'écran, il est trop loin. L'écran est trop loin, il faut que je voie l'écran. Donc, je vais parler de la stabilité du système solaire. Et bien sûr, c'est un tel problème, c'est un problème ancien, donc je vais en grande partie en donner un compte-rendu historique, à commencer par Kepler. Donc Kepler, et ce qui me permet de vous rappeler un peu le mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc on a le Soleil qui est ici. Et puis, en fait, ça c'est ce que j'appelle la mécanique céleste du jardinier.
Hein, on fait une ellipse avec deux piquets, un au Soleil et puis un autre ailleurs, et puis une corde, là, en rouge ici, et on peut comme ça tracer l'orbite de la planète, qui est une ellipse. Donc ça, c'est ce que Kepler a trouvé en 1609. Donc ce mouvement était elliptique. Alors ce qui est important dans un tel mouvement, c'est que la planète fait un tour et ensuite revient exactement au même endroit. Donc tous les mouvements et toutes les planètes font comme ça. C'est-à-dire toutes les planètes ont un mouvement périodique. Chaque planète revient exactement au même endroit après un tour. Donc on n'a pas de problème de stabilité, hein, puisque on a le même mouvement qui se répète infiniment. Donc ça, c'est... Alors on peut aussi, on a besoin d'autres quantités pour orienter, cette ellipse, mais cette ellipse, elle est fixe dans son plan, et puis ce plan est fixe dans l'espace. Hein, il faut aussi orienter le plan dans l'espace. Donc ça, c'est le plan de l'ellipse dans l'espace. Il est fixe. Alors pour l'orienter, on va prendre deux angles ici, la longitude du nœud et l'inclinaison. Tout va se compliquer singulièrement avec l'apparition de la loi de gravitation, hein, avec Newton, donc à peu près près de 100 ans plus tard, parce que Newton, donc avec la loi de gravitation, retrouve bien qu'une planète attirée par le Soleil, il retrouve bien l'ellipse de Kepler, hein, la planète décrit une ellipse. L'autre, donc Jupiter, décrit une ellipse autour du Soleil, Saturne décrit une ellipse autour du Soleil, mais en fait, et c'est toute la nouveauté, la loi de gravitation, c'est une loi physique donc qui ne s'applique pas seulement à une planète autour d'un Soleil, mais aussi à une planète par rapport à une autre. Donc tous les corps s'attirent entre eux. Et du coup, donc, Jupiter va attirer Saturne, et à partir de ce moment-là, on sait immédiatement que la solution, les bonnes trajectoires ne sont plus les ellipses de Kepler. Puisqu'en fait, c'était les ellipses de Kepler sans cette perturbation, mais cette perturbation va venir les déformer. Donc cette perturbation est petite, puisque les masses planétaires, c'est 1/1000 de la masse du Soleil, donc on ne bouge que d'1/1000 ces ellipses, mais quand même, elles vont être déformées. Et donc se pose immédiatement la question de savoir si ces déformations, au cours du temps, vont s'accumuler pour détruire complètement le système. Alors, Newton n'est pas capable de faire l'intégralité des calculs, mais il pose la question, et il pose la question dans le traité d'optique. Alors, pourquoi dans le traité d'optique, hein, puisque, en fait, ça n'a rien à voir avec l'optique, mais c'est juste qu'il publie ce livre postérieurement à la gravitation, à la théorie de la gravitation, et il profite de l'introduction pour parler de tout un tas de questions auxquelles il a pensé depuis. Et en particulier ce problème de la gravitation, donc de l'origine de la gravitation, et puis aussi de l'organisation du monde, l'organisation du système solaire. Donc voilà, vous n'avez qu'à lire, bon, je vais quand même traduire. Et en fait, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le fait que toutes les planètes se déplacent d'une seule et même manière sur des orbites concentriques. Donc là, il y voit le fait que cela ne peut être quelque chose de par hasard, et donc que c'est le signe d'un dessein organisé. Donc il y voit la main de Dieu, hein, et pour lui, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Et alors ensuite, ces planètes, elles ont des mouvements, disons, concentriques, réguliers, à l'exception de quelques irrégularités qui peuvent résulter des actions mutuelles des comètes ou des planètes et qui sont aptes à croître. Donc vous voyez, on a quand même ces perturbations entre les planètes, peut-être aussi avec les comètes, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que les comètes avaient une toute petite masse. Donc pour eux, les comètes étaient au même niveau que les planètes. Et donc perturbent jusqu'ils sont aptes à croître. Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'elles vont croître jusqu'à ce que le système nécessite une révision? Ça veut dire que pour lui, il y a vraiment possibilité que le système solaire se dérègle et qu'il faille à ce moment-là que en fait, le Créateur revienne remettre les planètes en place. Donc, la loi de gravitation ne résout pas tout. Hein, ça permet
d'aller faire autre chose pendant un certain temps, prendre une tasse de thé, voilà. Mais il faut de temps en temps revenir remettre les planètes en place. Donc on comprend qu'à la suite de cette question, en fait, on a deux grands problèmes. Le premier, c'est est-ce que, et sont les grands problèmes qui vont rester dans tout le XVIIIe siècle, c'est vraiment les questions majeures scientifiques du XVIIIe siècle. Est-ce que la loi de Newton rend bien compte du mouvement des planètes? Deuxièmement, est-ce que sous l'influence de cette loi, le système des planètes est stable? Et alors là, ça va... Donc pourquoi est-ce qu'on se posait des questions? En fait, on se posait la question, je dirais, d'autant plus que tout montrait que c'était instable. Comme Newton le disait, en fait, on avait des preuves d'instabilité. Et en fait, on peut retrouver ça à travers, par exemple, dans les éléments d'astronomie de Cassini, là, en 1740. On retrouve, comment est-ce qu'on voyait que ces planètes étaient instables? Eh bien, en fait, c'était surtout le mouvement de Jupiter et Saturne qui troublait les astronomes. Et pourquoi? Comment on pouvait voir ce mouvement? Parce qu'on avait des observations très anciennes ici qui avaient été transmises par Ptolémée, et puis des observations plus récentes. Là, vous voyez, c'est très récent, hein, c'est 1580, hein, donc ça c'est observation moderne, qui permettait de voir et qui avait permis à Kepler en 1726 avait été le premier à se rendre compte que si on prenait ces observations de Jupiter et Saturne, eh bien Jupiter accélérait et Saturne ralentissait. Donc Jupiter se rapprochait du Soleil et Saturne s'éloignait du Soleil. Et ça, c'était une instabilité forte, puisque si on prend les vitesses d'échappement, on trouve que les deux planètes étaient au même endroit 6 millions d'années auparavant. Donc on avait cette indication d'instabilité importante dans le mouvement de ces deux planètes, et c'est pourquoi, en fait, cette question était mise à prix par l'Académie des sciences. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. En fait, on avait une question importante, on mettait cette question à un concours pour l'Académie, et puis on essayait de susciter des travaux sur la question. Donc Euler, en fait, va recevoir plusieurs fois, il y a eu plusieurs fois des prix sur cette question, des questions voisines, et vous voyez là, recherche sur les irrégularités du mouvement de Jupiter et Saturne. Donc c'est vraiment sur cette question, essayer d'expliquer ces mouvements apparents de Jupiter et de Saturne à partir de la loi de Newton seule. Et en fait, ce que va montrer Euler ici, donc Euler, très grand mathématicien, en fait, il va pas montrer ça, il va montrer, dans son mémoire, il va trouver que les deux vont dans le même sens. Mais bon, on lui a donné quand même... en fait, ce prix, je dirais, donc on sait que le mémoire est faux maintenant, au moins sur ce résultat-là, mais en fait, il a quand même mis en place toute une partie du formalisme qui va servir ensuite à faire les calculs. Et donc, ce mémoire faux, ça c'est 1750. Ensuite, un très grand mathématicien, un autre grand mathématicien va se pencher sur le problème, c'est Lagrange. Donc Lagrange, qui va refaire les calculs d'Euler avec un bien meilleur formalisme qu'il a mis en place. Il va pouvoir faire des calculs très explicites, et lui va trouver qu'effectivement, Jupiter accélère et Saturne ralentit. Donc lui trouve un résultat qui est bien conforme à ce qu'on observe. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est mieux, c'est rassurant, mais c'est faux. En fait, c'est faux, c'est un peu plus tard, en fait c'est Laplace qui va trouver la bonne solution. Laplace va refaire le calcul, il va reprendre le calcul de Lagrange, et en fait, là, je dirais il fallait vraiment qu'il soit sûr de lui, parce que Lagrange, c'était vraiment le grand nom des mathématiques à l'époque, et lui va montrer en fait qu'il n'y a aucun changement dans les grands axes des planètes. C'est-à-dire que les orbites peuvent bouger, mais en fait,
les grands axes, c'est-à-dire la ficelle, hein, dans l'histoire du jardinier tout à l'heure, la ficelle ne bouge pas. Hein, donc on a des ellipses qui peuvent se déformer, mais leur grand axe, hein, qui est aussi égal à la taille de la ficelle, lui ne bouge pas. Et en fait, ce qu'il va montrer, c'est qu'on avait l'impression d'une augmentation du mouvement du grand axe de la taille de l'ellipse de Jupiter, de Saturne, en fait, à cause d'un terme important, périodique, qui venait d'une proche résonance entre Jupiter et Saturne. Proche résonance, c'est-à-dire que ça veut dire que, disons, une résonance, c'est que, ici, ce serait quand Jupiter fait 5 tours autour du Soleil, pendant que Saturne en fait 2 autour du Soleil. Et ça crée une amplification d'une oscillation. Donc on a juste une oscillation ici, mais qui ne se propage pas. Hein, on n'a pas un mouvement comme ce qui pouvait être observé, si vous voulez. Et la période est à peu près 900 ans, à peu près 1000 ans. Donc vous voyez, si vous observez sur 2000 ans, ben vous avez des observations ici, ici, ici. Vous pouvez croire à quelque chose qui augmente, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Et ça va être une très grande preuve comme quoi la loi de gravitation de Newton est bien la bonne loi pour expliquer le mouvement des planètes. Parce que à partir de là, Laplace va montrer qu'il peut retrouver l'intégralité des observations des Chaldéens, donc 2000 ans auparavant, par le calcul, juste en tenant compte de ces perturbations. Il n'a plus besoin de mettre des termes empiriques, tout s'explique uniquement par la loi de Newton. Et donc, d'où l'idée qu'on va pouvoir, ça c'est l'idée du déterminisme chez Laplace, l'idée qu'on va pouvoir, à partir des données du présent, retrouver tout le passé et prédire tout le futur. Ça c'est bien pour faire les prédictions, mais en fait ça ne suffit pas à assurer la stabilité du système solaire. Pourquoi ? Eh bien parce que même sans changer les tailles des orbites, si je déforme ces orbites, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai la Terre et Mars, avec des mouvements circulaires, je change l'excentricité. Donc, quand on change l'excentricité, ça veut dire, vous voyez, si je prends une orbite circulaire, c'est que j'ai mis les deux foyers au même endroit. J'ai mis les deux foyers au même endroit, je trace mon ellipse, c'est un cercle. Quand j'écarte les deux foyers, je garde la même longueur de ficelle, mais à ce moment-là, l'orbite va se décaler. L'orbite va se décaler, là elle est plus jolie. Et même avec le même diamètre, on va avoir décalage d'une orbite par rapport à l'autre, et du coup, possibilité de collision. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de grandes excentricités. Hein. Excentricité 0,1 pour la Terre. Donc on va dire Terre 0,1 et Mars 0,3. Ceci permet de faire entrer Terre et Mars en collision. Donc on comprend qu'à partir du moment où on sait que toutes ces choses bougent, et on sait donc que les tailles des orbites ne bougent pas, mais que les excentricités peuvent bouger, il faut aussi calculer de quelle quantité ces excentricités peuvent-elles bouger, c'est-à-dire à quel point le deuxième foyer de ces ellipses peut bouger, pour savoir si on a bien la stabilité ou pas. Et là, ça va être Lagrange qui va faire le calcul. En fait, souvent on dit Lagrange et Laplace, parce que c'est assez amusant en fait. Il y a une histoire là-dessus, c'est-à-dire, bon, ce que va faire Lagrange, je vais vous le dire tout de suite, il va trouver la bonne forme des équations qui permettent de résoudre ce problème. Et en gros, la bonne forme des équations, c'est justement de ne pas considérer le mouvement de la planète sur son ellipse, mais de regarder juste le mouvement du deuxième foyer ici. Donc il continue de faire de la mécanique céleste du jardinier. Hein. Où dois-je planter ? Il regarde l'équation qui gouverne le piquet. Et en fait, les équations qui disent où se trouve le deuxième foyer, hein, le premier piquet était au Soleil, le deuxième est quelque part, et son mouvement dépend d'un système d'équations simples, je dirais un système d'équations linéaires à coefficients constants.
ce qui se résout dans les premières années d'université actuellement, mais qui à l'époque était extrêmement difficile, puisqu'en fait, résoudre un tel système d'équations, il faut calculer ses valeurs propres. En gros, ça revient à résoudre un système d'équations du degré du nombre de planètes. Donc si vous avez 2 planètes, Jupiter et Saturne, vous y arrivez, c'est des équations du degré 2. 3 planètes, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et après, ça ne se résout plus. Donc, 4, on y arrive encore, mais 5, ça se résout. Donc, vous voyez que c'était extrêmement compliqué à l'époque, et en fait, donc, à l'époque, résoudre le problème de la stabilité du système solaire, c'était résoudre ce système d'équations qu'on donne maintenant à nos étudiants de première année d'université. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est que le mouvement de ce foyer, il est composé de mouvements périodiques. Vous voyez, ce deuxième foyer, il fait un cercle, il bouge, mais un deuxième cercle par-dessus le premier, et ça va vous donner un mouvement comme ceci. Donc, l'ellipse bouge dans le plan, et la forme de l'ellipse bouge aussi, puisque le piquet, de temps en temps, il est plus près du Soleil, de temps en temps, il est plus loin. Donc, l'excentricité, la distance entre les deux piquets va changer. De temps en temps, on a un mouvement circulaire, de temps en temps, on a un mouvement beaucoup plus excentrique. Et à quel point, donc ça c'est pour Jupiter, à quel point, mais c'est pour toutes les planètes pareilles, à quel point ces mouvements vont-elles changer les formes des orbites? Donc elles les font déjà bouger, elles vont les faire changer aussi. Eh bien, il suffit de regarder, par exemple, pour la Terre ici. Ça, c'est pour la Terre, 1 million d'années, 2 millions d'années en arrière, 1 million d'années en avant. Et vous voyez comment change l'excentricité de la Terre. Actuellement, on a une orbite presque circulaire, on est ici, mais vous voyez, cette excentricité, elle peut monter jusqu'à 6%, 0,06. Alors, 0,06, la bonne nouvelle, c'est que on n'arrive pas à 0,1. Hein? Donc ça, c'est... Et si je regarde pour les autres planètes, pour Mars, par exemple, vous voyez ici Mars, ça monte à 0,12. 0,12. Donc vous n'arrivez pas à 0,3. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'on a des orbites qui bougent, qui se déforment, mais qui ne se déforment pas assez pour permettre les collisions. Et donc ça, c'est ce qui a été, c'est vraiment le résultat de stabilité du système solaire du XVIIIe siècle, c'est de dire que d'un côté, la taille des orbites ne bouge pas, et d'un autre côté, ces orbites se déforment, elles bougent, mais ces déformations, d'abord, sont régulières, et ensuite ne permettent pas aux planètes d'entrer en collision. On va à mi-chemin, mais pas assez pour vraiment des collisions. Entre parenthèses, vous voyez ici, ça c'est le calcul de Lagrange de 1774, et là, les valeurs qui sont là sont les valeurs maximales qu'il a trouvées pour les excentricités des planètes. Donc vous n'allez qu'à voir ce qu'il a obtenu en n'ayant pas toutes les planètes, en n'ayant pas tout à fait les bonnes masses, c'est quand même extrêmement proche des valeurs modernes. Donc c'est déjà une très bonne approximation. Alors là maintenant, je vais vous montrer quand même un peu plus, là, parce que là, des courbes, vous allez peut-être... Je vais vous montrer un peu plus directement à quoi ressemblent ces planètes, ces mouvements de planètes. Donc là, on va avoir le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et puis, je vais les faire avancer. Vous avez le temps ici en milliers d'années. Hein, tous ces mouvements, ces déformations, en fait, ce sont des mouvements lents. Parce que, en gros, tout ce qui intervient ici, c'est de l'ordre d'une masse planétaire. C'est 1 millier de fois plus petit que le Soleil. Et donc, ces mouvements vont être, au lieu d'être des mouvements de l'ordre de l'année, ce sont des mouvements qui ont des périodes de plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, voilà le mouvement de ces planètes. Donc là, les planètes sont mises en des orbites fixes. Vous voyez, là, on a 20 000 ans déjà. Si on ne peut pas mettre les planètes, on ne les verrait pas. On voit pas vraiment l'aplatissement des orbites. Ce qu'on voit, c'est le décalage de ces orbites. C'est surtout le décalage. Et dans le plan, par contre, dans l'espace, on voit bien les changements de plan
de toutes ces planètes. Je vais aussi mettre, je ne vais pas laisser les planètes juste figurer comme ça pour marquer l'orbite, je vais la mettre à la place du périhélie. Donc quand elle va être à la place du périhélie, vous allez voir le périhélie bouger. Hein. Donc ça, c'est, vous voyez, tous ces périhélies bougent quand même avec des mouvements relativement compliqués qui sont influés par les autres planètes, sauf Mercure. Vous voyez, Mercure avance assez régulièrement avec, bon, c'est la précession du périhélie de Mercure, hein, qui est essentiellement due aux perturbations des autres planètes. Donc, je vais peut-être vous le remontrer, si c'était peut-être court dans les... Je ne sais pas si c'est... Voilà, hein, comme ça. En fait, ce qui est important de voir ici, c'est au moins que ça bouge. Hein. Vous voyez, la différence par rapport... La vision de Kepler, c'était des ellipses fixes. Donc, dans des ellipses fixes, il n'y a pas de question de savoir si c'est stable ou c'est pas stable. Rien ne bouge. Maintenant, on a des ellipses, on a un mouvement qui bouge. Là. Donc, quand vous voyez ça, vous vous demandez plus, est-ce que ça va tenir? Hein, c'est pas, ça paraît moins évident que ça, qu'il y ait stabilité de l'ensemble. Mais donc, le résultat... Là, on est à la fin du XVIIIe siècle et on a donc stabilité du mouvement. Alors ça va durer encore pendant une centaine d'années, pendant laquelle tous les calculs vont plutôt viser à améliorer les calculs qu'avaient fait les astronomes du XVIIIe siècle. Et ça va être les développements de Leverrier, entre autres, qui vont développer en série, disons que ce qu'avaient fait Lagrange et Laplace, c'est de calculer le premier terme, c'est-à-dire on développe en série, mais on garde que le premier terme, c'est ce qu'on appelle l'approximation linéaire. Et ensuite, ce que Leverrier va rajouter, c'est des termes de degrés plus importants. Mais en gros, tout se ramène aux solutions de Laplace et Lagrange. Et c'est donc une... je vous ai dit que c'était une composition de mouvements circulaires, et chaque mouvement circulaire, eh bien, il est comme ça, il est bien gentil. Mais ça va s'arrêter quand Poincaré va dire « Attention, tout ce que vous faites, c'est bien joli, mais vous utilisez des séries qui ne convergent pas. » Le fait que ces séries ne convergent pas, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à obtenir une solution de précision infinie ou bien une solution valable en temps infini. Et en même temps, il montre l'existence de zones très compliquées qu'on appelle maintenant zones chaotiques, ou proches de résonance, où on a des mouvements qui sont extrêmement complexes. Et donc ça, c'est fin 19e siècle, hein, début du 20e. C'est le résultat. Donc, finalement, ce que fait Poincaré, c'est qu'il dit qu'on a la possibilité d'avoir des instabilités. Mais il ne pense pas que ça a une importance significative à l'échelle du système solaire. Et finalement, on va se poser des questions, ensuite les mathématiciens vont se pencher sur le problème, et ils vont montrer 50 ans plus tard qu'en fait, Poincaré avait montré que les choses se cassaient, hein, vous voyez que les courbes là se cassent et on a des choses compliquées, mais que quand même, il y a une grande quantité de trajectoires régulières qui sont du même type que celles de Laplace et Lagrange. Et en gros, c'était à nouveau, ça c'est Kolmogorov, Arnold. Et en fait, c'est à nouveau un résultat de stabilité dans le sens où si les masses planétaires sont petites, si les excentricités des planètes sont petites, alors on a un grand nombre de trajectoires régulières. Donc c'était ce qui était considéré à nouveau comme un résultat de stabilité du système solaire. Parce qu'en fait, les mathématiciens ont toujours cherché à montrer que le système solaire était stable. Disons qu'on se dit qu'il est stable tout simplement parce qu'on y vit, parce qu'on y est depuis longtemps, parce qu'il a 5 milliards d'années, donc en fait on a envie de montrer sa stabilité. Mais dans ce schéma-là, donc dire qu'il est stable, c'est dire qu'il serait plutôt par ici, mais rien ne dit qu'on ne soit pas plutôt par ici. Et en fait, c'était ça le calcul qui restait à faire, et en fait que justement c'est ce calcul que j'ai fait il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans, et j'ai pu le faire, je dirais, parce que je n'ai pas oublié ce qu'avaient fait mes prédécesseurs du XVIIIe siècle
Et donc j'ai fait comme eux, au lieu de calculer le mouvement de la planète sur son orbite, qui elle va vite, j'ai calculé le mouvement du deuxième piqué de l'ellipse, qui lui va lentement. Va comme un peu les ellipses que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est des mouvements lents. Donc ça permet d'être calculé facilement sur ordinateur, à condition d'avoir réussi à réduire le problème à celui-là. Et le résultat était de montrer que le mouvement était chaotique. Et là, chaotique, qu'est-ce que ça veut dire? La première manifestation, c'est le fait qu'on a une grande sensibilité aux conditions initiales. Donc cette grande sensibilité, elle se traduit par ceci. Donc ceci dit qu'on a augmentation de l'erreur qui augmente, en gros, l'erreur est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Donc vous prenez une petite variation de l'orbite, vous prenez une petite erreur, vous prenez, mettons, 15 mètres d'erreur. Au bout de 10 millions d'années, vous avez 150 mètres d'erreur, mais au bout de 100 millions d'années, vous avez 150 millions de kilomètres d'erreur. Donc ça vous dit en gros qu'on va avoir une limite dans les possibilités de prédire le mouvement des planètes, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement combien ce sera, mais en gros, on ne pourra pas aller infiniment parce qu'on va être limité par cette augmentation extrêmement grande de l'erreur. Donc ça, c'était des calculs déjà, disons, un peu approchés. Et en fait, il y a eu en même temps une recherche de faire une solution le plus précis possible pour le mouvement des planètes. Et donc voilà un peu un schéma rapide des calculs qu'il y a pu y avoir. En fait, les premiers calculs un peu longs, sur 3 millions d'années, alors là, c'est vraiment, on met les équations de Newton dans l'ordinateur, ça date d'il y a 20 ans. Avant, il n'y avait que des calculs sur 4000 ans. Et maintenant, donc, vous voyez, dans des calculs récents, bon, sur 250 millions d'années ou plus, mais en fait, ça, c'est pas avec des modèles précis. Le fait d'utiliser un modèle précis, ça ne vient pas dire que la solution est précise. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que de toute manière, on ne pourra pas la calculer au-delà de 100 millions d'années. En fait, si on regarde les dernières solutions, on peut estimer, comment est-ce qu'on estime la précision de la solution? Tout simplement, on regarde un paramètre qui est incertain, on regarde ce qui se passe si on change un peu ce paramètre à l'intérieur de la marge d'incertitude de ce paramètre, et on compare les deux solutions. Et là, si vous regardez la différence des deux solutions, vous trouvez presque zéro au début, et puis après 40 millions d'années, ça devient important. Donc en fait, on peut se dire que ces solutions avaient une durée de vie de 40 millions d'années. 40 millions d'années, et je vous rappelle, on perd un chiffre tous les 10 millions d'années. Donc, pour aller au-delà de 40 millions d'années, ce n'est pas si évident que ça. Alors la question qu'on peut se demander, c'est en fait à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des solutions du mouvement des planètes de manière précise sur plus de 40 millions d'années? Et en fait, il y a une raison bien précise actuellement, qui est de retrouver dans le passé les traces des changements du climat. Vous savez que, on a donc le climat, l'insolation, la quantité de soleil reçue à la surface de la Terre va dépendre à la fois de la position de la Terre dans l'espace, ça c'est son orbite, et puis aussi de l'orientation de l'axe de la Terre. Et l'orientation de l'axe de la Terre, lui, dépend aussi du mouvement du plan de l'orbite de la Terre. Donc là, vous avez l'orientation de l'axe de la Terre. En fait, avec ce mouvement que vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu que le plan de l'orbite de la Terre bougeait. Ce plan de l'orbite de la Terre qui bouge, ça induit une oscillation de l'axe de la Terre. Oscillation d'1,5 degré avec une période de 40 000 ans. Donc on a cette oscillation de l'axe, on a le changement de la forme de l'ellipse qui est tantôt plus excentrique, tantôt plus circulaire, et tout ça, ça nous donne des changements de l'insolation à la surface de la Terre, changement de près de 20%, vous voyez, si on regarde à une latitude donnée, donc à haute latitude, en été. Donc on a ces changements, et en fait, à cause de ces changements, on va avoir à la surface de la Terre un changement climatique. Et on va ensuite chercher maintenant
actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à retrouver les traces de ce changement climatique. Donc on veut retrouver un indicateur du climat ancien dans les sédiments, donc dans les sédiments marins ou dans les glaces. Une manière de le faire, qui est maintenant classique, mais ce n'est pas la seule, c'est en fait, un indicateur quantitatif important, c'est le rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16, celui-là. En fait, dans l'océan, on a à la fois de l'oxygène 18 et de l'oxygène 16. Celui qui s'évapore, c'est le plus léger. C'est plus facile. Hein. Si on est plus léger, on s'évapore plus facilement. Donc, le plus léger s'évapore, c'est le 16. Et ensuite, il va se précipiter, enfin, il va y aller lentement, mais bon, il va se précipiter lentement, voilà, sur la calotte polaire. Et donc, en fait, quand on a une grosse calotte polaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré de l'oxygène 16 de l'océan, et donc on a augmenté sa concentration en oxygène 18. Donc maintenant, il faut un moyen d'enregistrer cette concentration. Et ce moyen est donné par des foraminifères, par des petits coquillages, par des petits animaux qui vont faire leurs coquilles à partir leurs coquilles, c'est en carbonate, et c'est fait à partir de l'oxygène de l'eau de l'océan. Donc que fait le foraminifère finalement? Il enregistre le rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16 de l'époque, et donc il enregistre l'épaisseur de la calotte polaire. Et ensuite, il se précipite, encore une fois, dans le fond une fois qu'il est mort, hein, dans le fond de l'océan, et donc s'accumule en dépôts de sédiments. Et quand on fait des forages, et les forages, ce type de forage, c'est assez impressionnant, puisque c'est du genre 1 km de forage, mais à 3 km de profondeur, ce qui fait 4 km de tuyaux. Et donc, dans ces forages, on va retrouver un petit peu, on va retrouver les bestioles, donc on va retrouver les coquilles, on va pouvoir faire une analyse isotopique oxygène 18 sur oxygène 16 et en déduire l'épaisseur de la calotte polaire de l'époque et donc la température moyenne à la surface de la Terre à l'époque. Donc ça, voilà une de ces carottes, hein, ça c'est des carottes de ces longs forages, donc chaque bout fait 1 mètre. Donc vous voyez, il y a des milliers de morceaux, c'est stocké dans des immenses hangars, et il faut ensuite analyser. Donc c'est mes collègues géologues qui font l'analyse méticuleuse de tous ces kilomètres de carottes, centimètre par centimètre. Ouais, c'est... Oui, il y a des gens qui travaillent. Hein, bon. Et on peut retrouver comme ça. Là, vous voyez des choses à l'œil nu, vous voyez les changements de couleur. Alors, effectivement, analyser un changement de couleur, c'est plus rapide que d'aller récupérer un foraminifère, trouver l'espèce, identifier le sexe du foraminifère. En fait, il faut savoir si c'était une espèce qui vivait dans les eaux superficielles ou dans les eaux du fond de la mer, parce qu'ils ne se comportent pas tout à fait pareil. Donc, il faut vraiment identifier avant de faire l'analyse isotopique. Bon, tout ça, c'est assez compliqué. Mais il y a toute une communauté de gens qui travaillent là-dessus. Et comme ça, on va obtenir des courbes. Mais là, je vais vous en montrer une qui n'est pas tout à fait celle-là, qui est une un peu différente, qui est un autre indicateur. Il y a des tonnes d'indicateurs comme ça. Mais donc, toutes ces courbes vont être du même genre. On va avoir une courbe profondeur avec l'indicateur en question qui varie. Et qui varie en fonction, donc en fonction du climat de l'époque. Et en contrepartie, on peut, de notre côté ici, calculer la variation de l'ensoleillement à la surface de la Terre, qui est fonction du temps, qui résulte des changements des mouvements des orbites, des changements de l'axe de la Terre, qu'on obtient avec la mécanique céleste. Donc on prend les équations de Newton, on prend les positions des planètes, on va calculer à partir de ça l'évolution des orbites, l'évolution de l'axe de la Terre, on peut calculer la variation de l'insolation à la surface de la Terre, fonction du temps, ici 2,4 millions, c'est en millions d'années, hein, c'est 2,4 millions à 2,9 millions, et on peut le mettre en correspondance avec ceci. Et on va mettre les maximums en correspondance avec les maximums, comme ça. Ici, c'est une variation en fonction de la profondeur. On n'a pas le temps ici. Et c'est comme ça qu'on va récupérer l'échelle de temps. Donc ça, c'est un moyen de récupérer une datation géologique basée sur l'astronomie.
Et en fait, c'est une méthode qui marche bien, qui marche suffisamment bien pour qu'elle ait été adoptée. Elle a été adoptée pour toute la période la plus récente, la période du néogène ici, de 0 à 23 millions d'années. En fait, c'est les 23 millions d'années les plus récents sont calibrés astronomiquement. Si vous voyez toutes les autres dates ici, en fait, on a des dates un peu partout, là, dans ces périodes géologiques, c'est en millions d'années, ont été obtenues par par la radioactivité, hein, du genre transmutation uranium-plomb ou bien argon-argon de 38 à 40, etc. Mais la partie la plus récente est obtenue de la manière dont je vous ai dit, c'est-à-dire par cette calibration astronomique. Donc en fait, c'est important, c'est-à-dire qu'on a une... vous savez, la seconde était avant définie astronomiquement. Maintenant, elle est définie par de la physique atomique. Et bien ici, c'est le contraire. On avait des mesures de temps qui étaient faites par de la physique atomique et on préfère les faire maintenant astronomiquement. Bon, je dirais que maintenant, on fait un peu les deux et on essaye de voir s'il y a bien cohérence entre les deux ou pas. Alors ça, c'est bien joli, mais les géologues, en fait, ça creuse un géologue. Et ils ont trouvé que ça marchait bien pour les 23 premiers millions d'années, donc ils continuent de creuser. Et en fait, ils continuent de creuser, ils veulent arriver jusqu'à la fin des dinosaures, jusqu'à 65 millions d'années. Donc 65 millions d'années. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, la solution que j'avais faite là, en 2004, elle était bonne sur 40 millions d'années. Et là, maintenant, ils veulent aller à 65 millions d'années. Donc ça veut dire, donc vous allez me dire, il suffit de prolonger de 20 millions d'années. Mais prolonger de 20 millions d'années, je vous ai dit, on perd un chiffre tous les 10 millions d'années. Donc, ça veut dire quoi? Eh oui, hein, ça veut dire qu'il faut travailler 100 fois plus. Ou plutôt, il faut faire quelque chose 100 fois mieux. Vous prenez, en gros, moi j'aime bien dire ça, vous regardez ce que vous faisiez le mieux en 2004 et vous essayez de faire 100 fois mieux. Ben, tout le monde n'y arrive pas. Donc, on a essayé, donc ça a été vraiment un projet qu'on a essayé, qu'on a entrepris, et donc on se bat avec ce qu'on a dit, là, hein, c'est cette augmentation, cette perte d'un chiffre tous les 10 millions d'années. Hein, donc, si on veut passer de 40 à 60 millions d'années, il faut augmenter tout, la précision de tout, les données initiales, le modèle, tout d'un facteur 100. Alors, je peux vous dire, on a vraiment... Je vais vous dire ce qu'on a fait, ça va être très résumé. En gros, je le résume ici. On est parti de cette solution de 2004. Disons que pour arriver à faire une nouvelle solution plus précise, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que la seule chose à faire, il fallait entièrement recalibrer une solution astronomique ultra précise sur les observations, pour maîtriser vraiment l'ajustement aux observations avec le modèle le plus précis qui soit. Donc les modèles qui servent à faire les éphémérides, des sondes spatiales, etc. Donc on a fait ça, ça a mis 7 ans. Hein. On a mis 7 ans pour essayer de faire cette solution. En fait, on a réussi à faire cette solution. C'est-à-dire que cette solution est maintenant la solution pour les éphémérides européennes, qui va servir pour les sondes Gaïa, qui est adoptée par l'Agence spatiale européenne et par le CNES. Donc on a cette solution qui n'existait pas avant et qui sert pour le... Donc ça, c'est ce qui est le modèle le plus précis, ajusté directement aux observations, donc à 45 000 observations, tout ce qui est disponible. Alors ce qu'on a fait à partir de cette solution, c'est la prolonger sur 1 million d'années, parce que ça c'était possible, en 6 mois de calcul, on pouvait prolonger sur 1 million d'années, et utiliser cette base comme support pour une solution plus simplifiée, hein, moins simplifiée que la première, mais plus simplifiée que la deuxième. C'est normal, hein, on veut aller plus loin, qui, elle, on calcule sur 250 millions d'années pour essayer, mais en sachant qu'on s'intéresse surtout au début. Ça prend quand même 1 an et demi de calcul pour avoir... Ça veut dire que le jour où on se dit, tiens, on veut une nouvelle solution, il faut 6 mois ici, 1 an et demi ici, il faut 2 ans pour avoir une nouvelle solution. Et alors, après tous ces efforts, donc 7 ans d'efforts, le résultat, c'est
Eh bien, la nouvelle solution, là, qui vient d'être publiée cet été, elle est valable sur sur 50. Ben, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Hein. Vous voyez, c'est des fois, on peut faire des choses, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Donc, elle est valable sur 50 millions d'années. Donc, en fait, et pourquoi elle est valable que sur 50 millions d'années? Donc, une des raisons, la raison principale, la raison principale, pourquoi est-ce qu'elle est, en fait, elle est finalement, c'est le fait qu'on l'ait fait moins simplifiée. Finalement, quand on l'avait simplifié, c'était plus facile. Mais bon, ce n'était pas la bonne non plus. Hein. Mais moins simplifié, on a rajouté des astéroïdes. On a rajouté des astéroïdes, en particulier les gros, et on a rajouté les interactions entre les astéroïdes. Et en particulier entre Cérès et Vesta. Donc voilà, ça fait en fait, ce sont des résultats de cet été. En fait, ici, c'est voici Vesta, Cérès. Alors au passage, vous voyez la différence. Ça, ce sont les meilleures images qu'on a actuellement. Meilleure image pour Cérès ici. Pas terrible. Hein. C'est un gamin de 2 ans pourrait faire mieux. Hein. Et c'est ce qu'on a de mieux avec Hubble. Vous voyez, c'est pas. Et ici, Vesta, Vesta, c'est parce qu'il y a la sonde Dawn de la NASA qui est arrivée en orbite autour de Vesta le 16 juillet de cette année, qui a donc prend des photos à bout portant. Alors, ces astéroïdes, c'est les plus gros astéroïdes du système solaire. Hein, on leur donne même plus le nom d'astéroïdes là maintenant, mais pour moi c'est plus pratique parce que comme je garde ce nom parce que comme j'en mets plusieurs, j'ai pas envie de dire ah oui mais ceux-là sont pas des astéroïdes, etc. Et donc ça, ce sont les plus gros. On en a mis 5. Et en fait, surtout, on a tenu compte. Ils sont petits quand même, vous voyez, c'est un 22 millième de la masse de la Terre pour celui-là, un 6 millième de la masse de la Terre pour celui-là. Donc, ce n'est pas grand-chose. Hein, c'est pas, par rapport aux planètes, ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, le problème, c'est qu'eux, ils vivent dans une région où il y a beaucoup de leurs copains, et déjà, eux-mêmes, en fait, ils vont passer leur temps à se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, ça entraîne des instabilités très fortes. Et ces instabilités étaient passées inaperçues jusqu'à présent, parce que à chaque fois qu'on étudiait le mouvement d'un astéroïde, on prenait une particule qu'on considérait souvent de masse nulle, perturbée par les planètes. Et on oubliait les interactions de ces petites particules entre elles. Et ça fait une grosse différence, parce que voilà le mouvement de Cérès et Vesta. En fait, le mouvement, vous voyez, ça c'est l'erreur. On part avec une différence de 40 mètres. Et en bleu, c'est l'erreur qu'on obtient si on ne prend pas en compte ces interactions. Hein, vous voyez, donc ça, en fait, c'est quasiment un logarithme. Ça veut dire que c'est vraiment très régulier. Mouvement très régulier. Ça va augmenter, mais juste parce qu'on a une différence de conditions initiales. C'est comme deux trains qui ne vont pas tout à fait à la même vitesse. Et puis à côté, si on prend en compte les interactions, ça augmente très brutalement ici pour arriver à 400 millions de kilomètres. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout où est Vesta. Donc vous voyez, en 200 000 ans, on ne sait plus où est Vesta. En fait, ça pose un problème, parce que si en 200 000 ans, vous ne savez plus où est Vesta, ça veut dire que vous ne connaissez plus du tout la perturbation qu'exerce Vesta sur les planètes. Et vous n'arriverez jamais à la réduire, cette perturbation. Donc vous aurez une perturbation initiale qui sera due à la perturbation de Vesta. Hein, et le temps ici, le temps caractéristique pour cette augmentation, pour cette erreur, c'est plus 10 millions d'années, c'est plus on perd un chiffre tous les 10 millions d'années, mais c'est on perd un chiffre tous les 50 000 ans. Donc c'est plus le même jeu là. Alors si je regarde ce que ça donne sur l'excentricité de la Terre, la perturbation de Vesta est petite, mais en fait, là c'est le calcul sans les interactions mutuelles, ça c'est avec les interactions mutuelles. Vous voyez, l'erreur va être beaucoup plus grosse, et ensuite, du coup, va plafonner. Donc cette erreur, on considère qu'elle est perdue pour l'excentricité de la Terre quand elle dépasse quelques dixièmes, quelques centièmes. Donc ici, à 60 millions d'années, on ne sait plus quelle est l'excentricité de la Terre. Donc on ne sait plus quelle est la forme de l'orbite.
Mais maintenant, si je veux faire mieux, tout à l'heure je vous ai dit, pour faire mieux, on va essayer de gagner un facteur 100 pour gagner 20 millions d'années. Maintenant, c'est plus un facteur 10 tous les 10 millions d'années qu'il faut que je gagne. En fait, il va falloir que j'améliore, je dirais qu'au-delà de 60 millions d'années, si je veux gagner, si je veux améliorer ma solution, il faut que j'améliore tout le modèle d'un facteur 10 tous les 50 000 ans. Donc, admettons, et c'est encore très optimiste, qu'avec qu'on ait une précision de 15 mètres dans le mouvement des astéroïdes et des planètes, ce qui n'est pas le cas, hein, mais admettons qu'on y arrive. Et donc là, on aurait 60 millions d'années, on pourrait faire une prédiction sur 60 millions d'années. Alors maintenant, je vous pose une question, c'est pour voir si vous avez suivi. Si je veux maintenant, donc, avec une erreur initiale de 15 mètres, j'arrive à 60 millions d'années. Maintenant, imaginez que j'améliore tout le modèle et les conditions initiales d'un facteur 1000. Donc au lieu de 15 mètres, j'ai maintenant 15 mm d'erreur sur tous mes astéroïdes. Je connais tous mes astéroïdes à 15 mm près. Je vais aller jusqu'où? Ah. Je vais aller... combien? Oui, je vois, j'ai des... on va aller effectivement uniquement, pas tellement plus loin, on va aller 150 000 ans de plus. On pourra faire la même prédiction sur 60 millions, 150 000 ans. Alors là, je me dis, bon, 15 mm, déjà, je vais vous dire 15 mm, ce n'est pas évident, parce qu'il faut tenir compte de tous les astéroïdes, tous les petits astéroïdes qui font des perturbations de 15 mm sur Cérès. C'est plusieurs milliers déjà, plusieurs, même dizaines de milliers. Mais là, maintenant, je me dis, je vais quand même essayer. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Je vais essayer, je vais aller jusqu'à 15 microns. Donc 15 microns, ça c'est... Bon, je pense, vous ne dites plus rien, bien sûr. Donc, si, on va gagner un petit peu, on va aller jusqu'à combien donc j'ai entendu, oui, on va aller jusqu'à 60 millions et 300 000 ans. En fait, vous voyez, c'est le... Et ça veut dire qu'on aura pris en compte tout ce qui fait une perturbation de 15 microns sur Cérès et sur tous les autres astéroïdes. Donc en fait, vous voyez que c'est en fait une limite absolue qu'on a ici, et on pourra jamais prédire le mouvement des planètes sur 60 millions d'années ou au-delà de 60 millions d'années. Donc en fait, c'est pour ça, c'est pas sans raison, c'est pas qu'on a mal fait notre travail et qu'on n'est pas arrivé à 60 millions d'années. C'est en fait que de toute manière, on ne peut pas. Donc ça, c'est finalement pour les prédire. On ne pourra jamais prédire de manière précise l'orbite de la Terre, la variation de l'orbite de la Terre et des planètes du système solaire à l'époque des dinosaures, il y a 65 millions d'années. On peut essayer de faire des choses, mais ce ne sera jamais pour une solution complète, précise. Alors, ceci étant dit, je vais aller maintenant bien au-delà de 60 millions d'années. Je vais aller plus loin. Là, déjà, je regarde les trajectoires. Vous voyez, on est passé à 200 millions d'années. Donc ça, ce sont les excentricités des planètes, de Jupiter, de Mars, de la Terre et de Mercure. Alors, vous avez une oscillation. Cette oscillation, c'est l'oscillation que je vous ai montrée dans le petit film. C'est l'oscillation qu'avaient trouvé Laplace et Lagrange. C'est en fait ce mouvement régulier, ce couplage régulier du mouvement des orbites. Et en fait, on a ces oscillations dans l'excentricité qui arrivent. Donc ça, c'est la partie régulière du mouvement. Moi, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au-delà de cette partie régulière. Donc, je ne vais pas regarder cette oscillation, je vais regarder le maximum ici. Uniquement le maximum. Si on avait une oscillation bien gentille, le maximum serait une droite horizontale, comme ici, comme pour Jupiter. Vous voyez, c'est le cas pour Jupiter. Mais pour les autres planètes, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Et en fait, c'est ça que je vais regarder de plus près.
Et pour aller regarder de plus près, je vais regarder plus longtemps. Je ne vais même pas hésiter. Hein, ça, c'est un calcul que j'ai fait il y a près de 20 ans maintenant. Mais en fait, c'était possible de le faire il y a 20 ans, mais pas avec les équations complètes, avec des équations où je ne regardais que le mouvement. C'était des équations moyennées. On ne regarde pas la planète sur l'orbite, mais on regarde la déformation de l'orbite. Et là, c'est maintenant en milliards d'années, donc 15 milliards d'années en avant, 10 milliards d'années en arrière, et vous avez ces changements d'excentricité des planètes. Alors là, vous voyez, c'est le maximum qui est tracé. Donc, bien sûr, on démarre d'ici, de 0. Je n'oublie pas que ma solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas possible de trouver une solution au-delà de 60 millions d'années. Donc ici, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi en vous disant maintenant que j'en trouve une sur 5 milliards d'années. Et même, c'est même intentionnel ici que j'ai prolongé sur 10 milliards d'années en arrière pour bien vous montrer que ce n'est pas, je ne prétends pas que ce soit la solution du mouvement du système solaire. Je n'ai pas, certains astrophysiciens, vous savez, les astrophysiciens savent que le système solaire est né il y a à peu près 5 milliards d'années. Donc, j'avais des regards inquiets de la part de certains collègues qui se demandaient si j'avais bien compris que le système solaire n'existait pas il y a 10 milliards d'années. Mais en fait, ce n'est pas là la question. Là, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qui est possible. En fait, vous voyez, je change, j'ai une trajectoire. Bon, si je prends une autre trajectoire, la plus précise possible, on va avoir la même chose pendant les premiers 100 millions d'années, et puis après, ça va donner des choses sensiblement différentes, mais c'est un exemple de ce qui peut arriver. Et là, vous voyez, l'excentricité de Mars arrive à un peu plus de 0,2. Alors là, c'est intéressant, on arrive pour Mars à un peu plus de 0,2, 0,22, et puis pour la Terre, on arrive à 0,8, 0,08. Mais vous voyez qu'on n'arrive pas à la collision. On n'est pas encore à la collision. Mercure a un beau saut à 0,5. Donc un beau saut à 0,5, ça ne suffit pas à rencontrer Vénus. Il faut plus de 0,7 pour rencontrer Vénus. Mais on peut faire quelque chose. On peut essayer de changer un peu la condition initiale. Donc c'est ce que j'ai fait, je change un peu la condition initiale, mais dans ce qui est admissible, à l'intérieur de ce qu'on connaît. Et comme l'erreur augmente d'un facteur 10 tous les 10 millions d'années, au bout d'un moment, pendant les premiers dizaines de millions d'années, pendant les premiers 100 millions d'années, c'est la même chose, mais après c'est sensiblement différent. Et en choisissant bien ce petit changement, en fait, voilà ce que j'ai obtenu, c'était une solution où l'excentricité de Mercure allait jusque des valeurs très élevées et donc pouvait entrer en collision avec Vénus. Alors ça c'était 1994. À l'époque, il était strictement impossible de faire un calcul direct des équations du mouvement, des équations de Newton avec un ordinateur. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout à la portée des ordinateurs. Là, c'était fait en ayant moyenné, en ayant fait finalement ce que faisaient les gens du 18e. Et ceci permettait en gros d'accélérer d'un facteur 1000 les calculs. Donc c'est pour ça que c'était possible en 1994. Et ça a suscité pas mal d'interrogations. Il y a des gens qui ont cherché à redémontrer ça directement. Finalement, en fait, c'est nous qui avons fait ça les premiers de manière globale. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux problèmes. Un, la solution ici qui était trouvée pour cogner Vénus, elle était choisie très particulièrement, donc on n'avait pas la probabilité de l'événement. Et la deuxième chose, c'est quand on se rapproche de la collision, les méthodes qui étaient en jeu, qui sont des méthodes perturbatives, ne pouvaient plus marcher. Donc ça pouvait dire qu'il y avait une grande excentricité, mais pas qu'il y avait collision. Pour conclure vraiment à la collision, il fallait regarder de plus près ce que nous avons fait récemment. On a pris un système complet avec toutes les planètes, avec Pluton, avec la Lune, avec la relativité générale, et on a cherché s'il pouvait y avoir collision. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on savait, avec des calculs du type précédent,
fait de manière beaucoup plus rapide, on savait que s'il pouvait y avoir collision, c'était avec une probabilité très faible, de l'ordre de 1% ou moins. Donc pour arriver à pêcher en gros une collision dans un lac où il n'y en a pas beaucoup, il faut essayer plusieurs fois. Et là, l'idée c'est que si on essaye 2500 fois, on va peut-être y arriver à avoir un nombre raisonnable de ces collisions. Alors il fallait donc calculer non pas une trajectoire sur 5 milliards d'années, ce qui n'avait jamais été fait, mais en calculer 2500 d'un coup, avoir en même temps cette vision statistique. Et ça, alors toutes ces solutions, j'en calcule 2500, mais elles sont toutes équivalentes. La seule chose que je change d'une solution à l'autre, c'est que je bouge Mercure de 0,38 mm. Je me dis que ce n'est pas trop dur, mais bon, voilà, disons que c'est à l'intérieur de l'incertitude de la donnée initiale de Mercure. Donc toutes ces solutions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Et en fait, il nous fallait 7 millions d'heures de calcul. Bon, en 2008, la France était sinistrée du point de vue calcul, donc c'était assez difficile. On a commencé de briques et de broc. Et puis finalement, ça s'est un peu débloqué. Il y a eu une nouvelle machine qui avait été installée à Montpellier, qui est toujours là, d'ailleurs, mais une version plus grande. Et en fait, l'intérêt, c'est que quand on installe une nouvelle machine, il y a toujours une période de test. Et là, le bon goût, ce qui a été bien, c'est qu'en plus, cette période a commencé pendant l'été. La machine a été allumée le 3 août, et le 4 août, on avait 2500 trajectoires qui tournaient sur chacune. Donc chacune tourne sur un cœur différent. Ça permet d'éviter on fait tout en même temps. Et du coup, 6 mois plus tard, on avait les résultats. Alors les résultats, eh bien, voilà ce que ça donne pour ce système complet. Vous voyez, l'excentricité, ça c'est l'excentricité de Mercure. Pour ces 2500 solutions que je ramène à 1000, je fais une règle de 3, et pour avoir le pourcentage, et vous voyez, c'est un peu comme ce qui avait été prévu. On a à peu près 1%. Là, c'est le temps, au bout de 500 millions d'années, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards d'années. Donc ça vous dit par exemple qu'il y a 10%, qu'il y a 1%, c'est par rapport à 1000, c'est en millième, qu'il y a 10 millièmes, donc 1% de solutions dont l'excentricité monte au-delà de 0,6 et à peu près 1% au-delà de 0,9. Donc vous voyez, il y a à peu près 1% des trajectoires qui véritablement ont une excentricité de Mercure qui monte très très vite, très très haut. Ça, c'est avec relativité. En fait, à l'époque, il traînait aussi un résultat qu'avaient fait les Japonais sans relativité sur 4 trajectoires. Et ces trajectoires ne montraient pas d'instabilité très forte. Donc du coup, je me suis demandé si peut-être que la relativité joue un rôle. Peut-être que si j'enlevais la relativité, là il y a la relativité, mais peut-être que si j'enlevais la relativité, le système d'équations serait plus stable et ce serait en conformité avec ces résultats que les Japonais avaient trouvés. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, voilà le résultat équivalent, mais sans la relativité, dans le même calcul. Calculez là juste sur 200 trajectoires, parce que vous verrez que ça suffit. Et voilà le résultat. C'est-à-dire que quand vous enlevez la relativité, 60% des solutions ont un mercure qui s'en va. Donc, c'est... Je vois, Daniel, ça te surprend. Ben oui, quand même. Donc, Merci Albert. Alors, pourquoi ça se passe, ça ? Pourquoi ça se passe ? En fait, la raison, elle est pour comprendre pourquoi ça se passe, il faut se rappeler le petit film que je vous ai montré. Vous aviez le périhélie de Mercure qui avançait bien gentiment. Ce que vous n'avez pas vu, c'est un peu plus loin le périhélie de Jupiter qui avançait à peu près à la même vitesse. Donc ces deux périhélies avancent presque à la même vitesse. Et en fait, le périhélie de Mercure avance un peu plus vite que celui de Jupiter. Mais quand vous enlevez la relativité, vous le ramenez plus près de celui de Jupiter.
Alors le système n'est pas en résonance, mais avec ce mouvement chaotique, il y a un peu, ça bouge un peu, il y a un peu de diffusion, et en fait, dans le système sans relativité, Mercure et Jupiter vont rentrer beaucoup plus facilement en résonance que dans le système avec relativité. Et du coup, dès qu'ils sont en résonance, l'excentricité de Mercure monte à des très grandes valeurs, comme ça. Vous voyez, on a tout d'un coup l'excentricité de Mercure ici, en très peu de temps, 2 millions d'années, qui monte à une très haute valeur. Elle était bien stable avant, on arrive en résonance et hop, elle monte tout de suite à des très hautes valeurs. Donc ça, c'est la raison. Finalement, la relativité générale, en décalant la vitesse du périhélie de Mercure, l'éloigne de la résonance de Jupiter. Vous savez, c'est les 4 secondes, les 0,43 secondes par an. La relativité générale, c'est 0,43 secondes par an sur le périhélie de Jupiter, à comparer aux 5 secondes qu'il y a déjà. Donc ça fait 5,43. Le périhélie de Jupiter, ça c'est pour le périhélie de Mercure, le périhélie de Jupiter, c'est 4 secondes 25. Donc quand vous enlevez la relativité, vous arrivez à 5 par rapport à 4,25, c'est plus près. Après, quand tout ça, ça bouge un peu, vous pouvez arriver en résonance. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est 200 trajectoires sans relativité, et il y en a 121 qui montent à des très fortes excentricités de Mercure. Alors vous voyez, il y en a qui arrivent très tôt, au bout de moins d'1 milliard d'années, ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre 5 milliards d'années pour avoir ces trajectoires. Alors qu'est-ce qu'elles font, ces solutions? Eh bien, on peut regarder les statistiques sur leur devenir. Ce n'est pas le devenir des étudiants en première année d'université, c'est le devenir des planètes qui ont le mauvais goût d'avoir une excentricité au-delà de 0,7. Eh bien, il y en a 86 qui entrent en collision, Mercure entre en collision avec Vénus, 86 fois, et 34 où Mercure entre en collision avec le Soleil. Et une qui n'a pas eu le temps de rentrer en collision avant les 5 milliards d'années. Là, j'ai arrêté au bout de 5 milliards d'années, parce que là, je cherchais à faire quelque chose de... Je ne voulais pas effrayer trop. J'ai fait les calculs dans le futur, parce que j'avais compris que montrer que Mercure... Trouver un calcul où on montre que Mercure cogne la Terre dans le passé, ça ne marchait pas, quoi. Donc, ça troublait trop. Vaut mieux faire le calcul dans le futur, on est moins embêté. Et en plus, dans le futur, c'est plus simple parce que le système est beaucoup plus... il y a moins d'effets de marée, ça pose moins de problèmes. Alors ça, c'est sans relativité. Maintenant, avec relativité, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quand même... Alors là, c'est sur les 2500, elles sont toutes là, les 2500, et il y en a 21 qui montent avec une très grande excentricité de Mercure. Et certaines, assez tôt, là, vous voyez, 1 milliard d'années, ça suffit pour faire monter Mercure à une très forte excentricité. Mais il y en a beaucoup moins. Ce serait, si je vous avais annoncé le contraire, ce serait gênant quand même. Enfin, ce serait assez extraordinaire. Mais on pourrait se douter du résultat. Parce que là, finalement, ce que je viens vous dire, c'est que quand même, dans 1% des cas, seulement, il se passe quelque chose de particulier. Dans 99% des cas, l'excentricité de Mercure reste tranquillement comme elle est actuellement. Et alors, que deviennent ces 21 solutions? Eh bien, ces 21 solutions, on a 6 collisions de Mercure avec Vénus, 9 collisions de Mercure avec le Soleil, 5 qui atteignent 5 milliards d'années sans collision, mais Mercure-Vénus arrive assez près, à 1800 km. Et puis une qui est intéressante, il y en a même 2 en fait mais je ne l'ai pas reporté ici, où en fait une trajectoire Mars arrive en rencontre proche avec la Terre à moins de 800 km des 2 surfaces. Donc on a la surface de Mars qui arrive à moins de 800 km de la surface de la Terre. Ce serait bien pour les Russes. C'est pour Phobos Grunt. Tu n'es pas au courant de la sonde spatiale russe sur laquelle les Français ont aussi des expériences. C'est pas...
mais qui a encore des problèmes pour atteindre Mars. Ici, il serait déjà dessus, en fait. En fait, c'est pire que ça, parce que si vous avez une approche, une rencontre à moins de 800 km, en fait, c'est comme une collision. Parce que les planètes vont se déformer par effet de marée, et en fait, c'est l'équivalent d'une collision. Vous avez, disons que des études faites par des collègues montrent que quand on est à moins de 10% en gros du rayon, on a l'équivalent d'une collision. Alors, seulement, ce n'est pas tout là, parce que ça, c'est juste un exemple. En fait, ce qu'on peut se dire, on a une collision ici, enfin, on a une presque collision. Vous voyez, on a Mars qui est passé juste à côté de la Terre. Mais je vais me placer un petit peu avant. Je vais me placer ici. Et en fait, quand on est dans ces périodes-là, on est dans des périodes avec des rencontres proches dans tous les sens. En fait, c'est plus le chaos de tout à l'heure. Là, c'est un chaos très fort, à une échelle de temps très courte. Donc, je vais me placer un petit peu avant la collision et je vais recommencer plusieurs conditions initiales pour avoir... je vais essayer de mieux viser, quoi. Je vais changer un peu pour avoir une vision statistique de ce qui va se passer. Donc, je vais en mettre 200 ici. Je ne vais pas changer beaucoup. Je vais changer de 0,15 mm la position de Mars. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'en prends 200, démarrées ici, et je regarde ce qu'elles donnent. Donc, elles sont démarrées quelques millions d'années avant la rencontre proche. Donc, elles sont démarrées à 3,4 milliards. Donc, en fait, celle-là, là, j'ai 33. Là, j'ai tout. J'ai un peu une instabilité de tout. J'ai 33 collisions de Mercure avec le Soleil, 48 de Mars avec le Soleil, 43 de Mercure avec Vénus, une de Mercure avec la Terre, une de Mercure avec Mars, 18 de Vénus avec la Terre, 23 de Vénus avec Mars, 29 de la Terre avec Mars et 5 éjections de Mars. Éjection de Mars, c'est que si Mars passe trop près du Soleil, pas du Soleil, de Jupiter, en fait, il peut être éjecté. Alors, à quoi ressemble une telle trajectoire? Un peu à ça. Pendant longtemps, l'excentricité, là c'est l'excentricité de Mercure, de Mars et de la Terre. L'excentricité de Mercure était bien gentille, et puis tout d'un coup, elle est montée très fort. Elle est montée très fort justement à cause de cette résonance avec Jupiter. On est arrivé près de la résonance, et à accrochement de la résonance, l'excentricité de Mercure monte. Alors là, ce n'est pas gênant si Mercure va à ce moment-là cogner le Soleil ou cogner Vénus. Mais là, ce qui s'est passé, c'est l'excentricité est redescendue. Vous la voyez redescendre. Et c'est quand elle est redescendue en échangeant un peu du moment cinétique avec les autres planètes intérieures, donc avec la Terre, avec Mars, et il y a eu diminution de l'excentricité de Mercure pendant que l'excentricité des autres planètes augmentait. Et une fois que l'excentricité des autres planètes augmente, alors là, c'est fini. On a une instabilité complète de ce système. Et pour finir, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. En résumé, voilà, ici. Alors, c'est un petit film que j'ai déjà, vous avez peut-être déjà vu, mais j'ai essayé de le refaire. Donc là, il n'y a plus de légende, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais j'ai essayé de faire une meilleure résolution. Bon, c'est moyen, j'ai réussi à enlever la légende, j'ai quand même réussi à augmenter la résolution un peu. Donc là, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Vous avez Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ça, c'est les mouvements actuels, au bout de 100 000 ans, ici, 200 000 ans. Ça bouge, mais c'est bien gentil, en gros. C'est les mouvements qu'on voyait, qu'avaient trouvés finalement les astronomes du XVIIIe siècle. On a 400 000 ans de passé, là. Et voilà, la même chose autour de cette solution de collision. Donc là, c'est la même chose à 3,4 milliards. Et là, vous voyez maintenant la déstabilisation complète de ces trajectoires des planètes. L'excentricité de Mercure est très allongée. Là, vous voyez la Vénus. Vous avez des rencontres proches, Mars et la Terre. Vous allez voir, même peut-être, on va voir si ça arrive, vous allez avoir des rencontres proches. Alors là, c'est une projection. Ce n'est pas parce que les orbites se croisent. Les orbites sont dans l'espace. Et pour avoir collision, il faut aussi que les planètes soient au même endroit, au même moment. Là, vous allez avoir rencontre proche entre la Terre et Vénus, ici, et l'orbite. Et vous allez, alors, à certains moments,
ça va, je crois qu'on va avoir des rencontres proches qui vont faire échanger l'orbite de la Terre et de Vénus. C'est-à-dire que la Terre passera interne à Vénus. Ah, voilà, ça risque d'arriver. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Ça fait des jolis paléoclimats. Hein. Ça fait... Et on repasse de l'autre côté, voilà, enfin on repasse plusieurs fois. Donc là, à partir de là, tout peut arriver, en fait, et vous voyez bien qu'avec ces croisements, une fois qu'on a ces croisements, on finit par avoir ça, on finit par avoir la collision de Mars et de la Terre. Hein. On s'est demandé, c'est pas un reportage, on s'est demandé à quoi ça pouvait ressembler. Là, Mars rate la Terre, mais c'est pour se retrouver en collision avec Vénus juste après. Et là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu réaliste qui corresponde à ce que serait un choc de planètes. Les chocs de planètes, c'est 10 km/s, ça arrive à 10 km/s. Une balle de fusil de guerre, c'est 1 km/s. Là, les deux planètes se choquent à 10 km/s et sont beaucoup plus grosses qu'une balle de fusil de guerre. Voilà. Merci, je vais m'arrêter là. Que c'est impressionnant. Bon. Avez-vous des questions à poser? Êtes-vous inquiet? Non, pas du tout. Mais j'ai lu votre papier Ceres Vesta et je me suis demandé, dans les différentes rencontres proches de Ceres et Vesta, s'il y avait dans le futur une collision possible entre Ceres et Vesta. Oui, oui. Et d'autre part, comment pouvez-vous faire les calculs en connaissant si mal les masses des astéroïdes? Mais pour quels astéroïdes? Pour les autres astéroïdes? Pour les... Oui, ah bah si, là, on a déjà une précision qui est de l'ordre... Bon, c'est pas énorme, c'est de l'ordre de... Actuellement, de l'ordre de 1%, peut-être un peu mieux sur les masses des Ceres et Vesta, mais en fait... Dans tous ces calculs, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que de toute manière, leurs mouvements sont hautement chaotiques. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au bout de 200 000 ans, de toute manière, on ne peut pas espérer avoir la solution, même si on avait une précision extrêmement grande sur les conditions initiales, ce qu'on n'a pas actuellement. Hein. On aura des choses mieux avec la sonde Dawn, mais actuellement, on est loin d'avoir, on a plusieurs milliers de kilomètres d'erreur sur la position de Vesta et de Ceres. En fait, ce qu'on regarde, c'est plutôt des calculs probabilistes dans ce cas. Et de cette manière-là, on peut déterminer, et d'ailleurs c'est dans ce papier, là même il est court, mais ça y est dedans, il y a une estimation de la probabilité de collision de Ceres et Vesta, et je crois, si je me souviens, le résultat, c'est 2×10-3 par milliard d'années. C'est 2 millièmes par milliard d'années la probabilité de collision. C'est-à-dire que, alors on se dit c'est petit, de réelles collisions, hein, de collisions où les deux... Mais par contre, ce qui va être comme si on prend les autres astéroïdes, il y en a des milliers, et eux, on va voir que ça va donner des probabilités de collision. Si on multiplie par le nombre d'astéroïdes, on va avoir des possibilités de collision non négligeables, ce qui existe effectivement. Il y a une question qui me préoccupe, c'est que tous ces calculs sont des calculs de mécanique céleste qui font appel aux lois de Newton, mais oui. Durant tous ces intervalles de temps, il y a la physique de chaque planète qui change. Il y a le magnétisme même qui intervient, qui change les orbites, tout ça. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a de l'effet et qu'est-ce qui n'en a pas. Alors là, par exemple, si on prend les corps, le fait que ce ne soient pas des corps ponctuels, là, voilà, par exemple, à quel point il faut que ce ne soit pas un corps ponctuel. Par exemple, dans ces mouvements-là, ça ne joue pas tellement. Par exemple, le fait que la Terre ne soit pas un seul corps, mais Terre et Lune, ça induit une petite précession sur le périhélie de la Terre qui est de l'ordre de la relativité générale sur la Terre. Bon. Donc tu vois, c'est très petit déjà. Alors, je ne parle pas des satellites, le fait que juste la déformation de la Terre n'influe pas sur le mouvement orbital de la Terre.
En revanche, on le prend en compte parce qu'on prend en compte quand même ici le mouvement Terre-Lune. On prend un mouvement Terre-Lune moyen, mais on prend ce mouvement... ça dépend si on fait des calculs à très long terme, des calculs statistiques ou des calculs à plus court terme, mais on prend en compte toutes les interactions, la déformation de la Terre. Dans les modèles les plus précis, on prend énormément en compte la déformation de la Terre, la déformation de la Lune, l'interaction Terre-Lune. Le système Terre-Lune, c'est une des parties de l'ensemble qui nous donne le plus de travail. Le magnétisme, par exemple, le fait que ça se bascule et que... Non, ça ne joue pas, parce que ça, c'est interne à la Terre. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de couplage avec le reste. Il faut voir aussi, par exemple, le vent solaire n'influe pas, parce que ça n'influe que... C'est pour des toutes petites particules que ça va jouer, mais c'est négligeable devant le reste. Il y a une question. Merci beaucoup. Vous avez répondu en partie à la question que je voulais poser, là, tout de suite. Mais je voulais savoir si l'orbite de la Lune est chaotique, s'il vous plaît. Alors, l'orbite de la Lune, mais pas vraiment immédiatement, parce qu'en plus, elle a le chaos qu'elle récupère par couplage des autres corps qui ont des mouvements chaotiques, mais elle n'est pas intrinsèquement chaotique en elle-même, et en plus, il y a un peu de dissipation là-dedans, et ce n'est pas vraiment une orbite qui est instable en elle-même. Dès la première collision, tous les calculs sont à revoir, puisque les masses ne sont plus les mêmes. Oui, mais alors, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Oui, j'entends, mais ce que je veux dire, donc ça reste très hypothétique. Quoi? Ce qui se passe après les collisions? Après la première collision. Mais vous voulez que je fasse les... Non, je ne vais pas me fatiguer à faire les calculs qui se passent après la collision, sachant qu'après la collision, j'ai peu de chances, ou moi peut-être, je serai encore là, mais vous peut-être pas. Non, on peut s'amuser. Je me suis amusé quand même à regarder ce qui se passait après les collisions, parce que c'est intéressant. Alors quand il n'y a pas trop de collisions, parce que si on prend le système tel que je l'ai montré à la fin, il est complètement déstabilisé. Et là, il reste instable même après les collisions. Mais si on prend juste Mercure, qui a augmenté son excentricité et qui vient cogner Vénus, donc là, on peut faire une modélisation où, en se cognant, Mercure et Vénus vont s'accréter pour faire une nouvelle planète. Et bien, dans ce cas, on obtient un système planétaire beaucoup plus stable que celui précédent. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? On avait de l'excentricité un peu dans le système. Il a fallu en gros mettre toute cette excentricité à Mercure pour l'amener cogner à Vénus, et ça fait une nouvelle orbite qui va être finalement plus régulière, qui va être pas très différente de celle de Vénus, et on va avoir comme ça éliminé de l'excentricité. On a moins de corps, on a des corps moins excentriques, et donc on a un système beaucoup plus stable. Ça c'est un... Mais en revanche, si on a déjà tous déstabilisé méchamment, là, comme je l'ai montré tout à l'heure, le reste va continuer d'être instable. Oui, le système chaotique que vous nous avez montré là me fait penser à un autre système chaotique qui est l'évolution météorologique de l'atmosphère. Est-ce que les attracteurs sont du même style ou très différents les uns des autres, ou qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors là c'est bon, c'est un petit peu... C'est vrai, on peut dire que les deux systèmes chaotiques, la grosse différence, c'est que ici, je vous ai donné le temps caractéristique au début, c'est de l'ordre de 10 millions d'années. Qui donne des limites de prédiction à peu près à quelques dizaines, je dirais, là on a vu 60 millions d'années. Et dans le cas des systèmes climatiques, on a le même genre d'instabilité, mais avec une échelle de temps qui, au lieu d'être 60 millions d'années, c'est 10 jours. Alors maintenant, il n'y a pas ici d'attracteurs, parce qu'en fait c'est essentiellement non dissipatif. Les attracteurs, c'est dans les systèmes chaotiques dissipatifs. Donc ici, c'est essentiellement, c'est pratiquement tout est conservatif. Il y a peu de dissipation. Il y en a un petit peu, il y a dans le système Terre-Lune l'effet de marée, mais ce n'est pas ce qui régit l'essentiel du mouvement. Une petite question, là quand les deux planètes, Mars et la Terre, se rapprochent à 800 km, moi je prends le système Terre-Lune, ça fait 300 000 km. Déjà, Mars, elle aura sûrement rencontré la Lune avant. Si elle est au bon endroit au bon moment. Oh, il y a de la place. Voilà, ça, c'est un détail que je n'ai pas regardé dans la mesure où, en plus, ici,
La Lune, on l'a moyennisée pour ne pas avoir un calcul trop long. D'accord. Donc elle est répartie sur l'orbite. Donc là, il y a plus Ouais. de chances de la rencontrer. Oui. Mais si elle était là, ce qu'on peut se poser comme question, comment va être déformée l'orbite de la Lune si une planète comme Mars s'approche? Donc ça, c'est une autre question, mais je n'ai pas regardé en détail. Tous les calculs que vous faites, vous déplaciez à chaque fois la position de quelques millimètres. Oui. Quelle est l'incertitude de la des position des positions, planètes je dirais que ça, on peut le dire par exemple à travers l'autre travail dont je vous ai parlé, là, ce travail qu'on a fait extrêmement précis pour retrouver des meilleures conditions initiales des planètes et pour pouvoir faire le modèle un peu moins précis sur 60 millions d'années, où on a arrivé que jusqu'à 50 millions d'années. En fait, c'est là qu'on va déterminer vraiment les positions initiales des planètes et les paramètres, les masses, tout ça. Donc ça, c'est fait en prenant le modèle où on met tout ce qu'on peut, hein, tout ce qui a un impact sur le mouvement, hein, et on l'ajuste aux observations. Alors, pour avoir des mesures précises, pour avoir des positions précises, il faut des observations précises. Les meilleures observations qu'on ait actuellement de planètes, c'est ce qui est donné par les sondes spatiales. Par exemple, actuellement, en particulier les sondes martiennes depuis longtemps, mais actuellement, donc, on a Mars Express autour de Mars qui est là depuis plusieurs années. Et on utilise les données de radio entre la sonde et la Terre et les antennes sur la Terre pour en déduire des distances du centre de la Terre au centre de Mars. Alors pour vous donner une idée un peu de la précision avec laquelle c'est fait, ces données, on a en différence entre la donnée et le calcul qu'on fait par ailleurs donc avec ce modèle, de l'ordre de quelques mètres. Donc c'est quelques mètres, donc on peut considérer qu'on n'aura pas moins que quelques mètres dans la position. Mais ça c'est pour Terre-Mars. On a pareil quelques mètres pour Terre-Vénus, parce qu'on a aussi une sonde spatiale autour de Vénus. Avant qu'on ait la sonde, cette sonde Vénus Express, qui est une sonde européenne, avant qu'on ait la sonde, il y avait 400 mètres d'erreur. Donc vous voyez, ça vous donne déjà une idée de... Donc en fait, il y a 2 ans, c'était 400 mètres. Maintenant, c'est quelques mètres. Mais c'est aussi pour vous donner un ordre d'idée des incertitudes. Pour Mercure, on avait aussi de l'ordre de la centaine de mètres. Ça se réduit maintenant parce qu'il y a la sonde Messenger qui est autour. Mais en fait, pour les grosses planètes du genre Jupiter, Saturne, c'est pas trop mal, mais Jupiter, c'est plutôt de l'ordre de quelques kilomètres. Je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Et pour Uranus, Neptune, ça doit être c'est peut-être du millier de kilomètres, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais vous voyez un peu le sort de grandeur, et c'est dans tous les cas bien plus grand que les petits dixièmes de millimètre. Justement, moi j'ai pris des choses qui sont bien à l'intérieur de ces incertitudes. Et un dernier petit point, pourquoi pas revenir dans le passé, utiliser les données des géologues pour justement faire l'inverse que ce que vous avez fait, c'est que vous avez utilisé vos données pour aider les géologues et faire l'inverse, donc revenir dans le passé, voir si la Terre était plus ou moins éloignée du Soleil. Et alors, déjà, elle était dans la limite habitable. Alors, sans aller très très loin, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. En fait, il y a tout un... Je dirais même que c'est un peu un rêve. C'est pas tout à fait... C'est un projet, mais c'est aussi un rêve. En fait, ça fait longtemps qu'on a eu ce projet d'essayer de se dire, après tout, puisqu'il y a du signal astronomique dans les sédiments, pourquoi ne pas aller essayer de retirer l'information astronomique de ces sédiments et de l'utiliser comme contrainte pour l'évolution de la Terre et l'évolution du système solaire. Donc ça, on essaye de le faire. Hein. Je suis en collaboration avec plusieurs équipes de géologues dans cette direction, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut que tout un tas de paramètres par ailleurs soient bien maîtrisés. Et puis ces données géologiques sont quand même sont des données très brumeuses. Hein. Donc on est en train de le faire.
on a plusieurs directions dans ce sens, mais ce n'est pas facile. Oui, bonjour. Donc c'était pour savoir si, quand on fait la simulation numérique avec justement sur une petite échelle, donc on a... Sur une petite échelle sur 60 millions d'années. Moi, je le fais sur ma chaise. Voilà. Donc sur un temps plus court, pas les 5 milliards d'années. Oui. Ce qu'on essaye de voir, en fait, c'est qu'on a le système solaire tel qu'il est maintenant, on a une certaine précision, et on essaie de prédire précisément le futur. On essaye surtout de retrouver le passé. Tous les calculs sur 60 millions d'années, en fait, le moment où on essaye de faire... Pourquoi est-ce qu'on essaye? Je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de faire des solutions le plus précis possible sur une durée longue. Ça, c'est vraiment dans la direction des échelles de temps géologiques et des paléoclimats. D'accord. On veut savoir... On a des sédiments à certains endroits où, en fait, on peut lire, en regardant les sédiments, la variation d'excentricité de la Terre. On la voit, en fait, on voit ces changements, ces périodes de 100 000 ans, groupées en périodes de 400 000 ans. On peut voir comme ça, à peu près, comment ça a bougé. Donc, c'est ça qu'on essaye de retrouver. Et ta question, oui. D'accord, ouais. Et donc, du coup, c'était... donc là on voit que si on change un petit peu la position, on va avoir quelque chose de chaotique, on va avoir des choses qui ne seront pas vraiment le passé, ouais. Mais on aura quand même, a priori, des solutions qui sont physiques, c'est-à-dire que si la Terre avait effectivement été là, on aurait obtenu ceci ou cela. Mais après, dans quelle mesure on obtient, quelle est la limite pour obtenir une solution qui n'est plus physique, en fait? À quel moment les équations, les erreurs d'arrondi, etc., vont faire que... mais même, en fait, là où tu te trompes, c'est de croire que quand tu as des erreurs d'arrondi, tu n'as plus une solution physique. Parce qu'en fait, il y a plus ou moins un résultat théorique qui dit que même quand on fait une trajectoire avec des petites erreurs, comme une intégration numérique, il existe voisine une trajectoire réelle si on a un système chaotique, justement, si on a une trajectoire avec des petites erreurs, il existe voisine de celle-là une trajectoire réelle du système avec une condition initiale légèrement différente, ce qui s'appelle le lemme de l'ombre. Mais donc en fait, les trajectoires sont plus ou moins des trajectoires physiques. Juste, elles correspondent à des conditions initiales différentes. Quand on a découvert les exoplanètes, on a vu les planètes géantes autour de leur Soleil. Oui. Et bien, au-delà, on a fait une théorie pour dire que les planètes géantes migrent vers leur Soleil. Et si ce n'est pas produit dans nos systèmes, c'est parce qu'il y a eu le couple Jupiter-Saturne qui est rentré en phase. Mais comment on peut remonter si loin en arrière quand vous-même vous dites qu'à déjà 40 millions d'années, on a à peu près atteint notre limite? Voilà, il y a 60 millions, c'est déjà difficile. Autant plus qu'à 65 millions d'années, on a eu un astéroïde qui a perturbé. L'astéroïde ne perturbe pas beaucoup le mouvement de la Terre. Qui a augmenté quand même la masse de la Terre. Donc non. Qui a changé peut-être. Vous savez, il y a 76 000 tonnes tous les ans de matière extraterrestre, d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. C'est pas, ça ne change pas grand-chose par rapport à la Terre. Bon, mais pour répondre à votre question, en fait, quand c'est deux choses différentes d'essayer de retrouver la solution la plus précise possible, disons qu'une solution qui correspond vraiment au mouvement réel de l'orbite de la Terre. Donc là, je vous ai dit, la limite, c'est 60 millions d'années, on ne pourra pas plus loin. Maintenant, comprendre plus globalement comment a évolué l'orbite de la Terre, ça, on peut le faire sur beaucoup plus longtemps, à travers, par exemple, les études que je vous ai montrées là, sur 5 milliards d'années, ou plutôt 5 milliards d'années dans le futur. Maintenant, ce que les gens font quand ils font la formation du système, ils partent de l'autre sens. Ils essayent de se demander, à partir d'un processus de formation, comment on fait pour arriver au système solaire tel qu'on le connaît maintenant. Mais quand on dit tel qu'on le connaît, ce n'est pas les planètes exactement au même endroit, c'est à peu près au même endroit ou à peu près avec le même type de configuration. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur d'approximation, là. C'est pas... Et on ne va pas obtenir la formation du système solaire en remontant le système solaire à l'envers. Le système solaire là, que je calcule, il ne change pas au cours du temps de structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas... si j'ai une collision, imaginez par exemple, il y a eu des collisions, il y en a eu, des grosses collisions comme celle que je vous ai montrées, il y en a eu. Il y a eu par exemple la collision d'un corps du genre de Mars
qui a cogné la Terre pour former la Lune. C'est actuellement le scénario le plus accepté pour la formation de la Lune. Et vous voyez bien ici que c'est un scénario très plausible, parce que là, le système, il peut avoir de telles collisions encore, mais c'est très difficile. La probabilité est faible et il faut longtemps. Mais si vous rajoutez une planète dans le système, là, ça devient beaucoup plus instable, et donc vous avez ce genre de collision. Alors maintenant, là où je veux en venir, c'est que là, je regarde le système une fois que la Lune s'est formée, une fois que la Terre est comme ça, mais je ne peux pas remonter à ce qui s'est passé avant cette collision. C'est comme si je prends cette télécommande et que je la laisse tomber par terre. Tant qu'elle n'est pas tombée par terre, je peux retrouver la trajectoire en arrière, mais une fois qu'elle est tombée par terre, je ne peux pas la retrouver. C'est pareil. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci et rendez-vous. Alors, c'est donc la dernière de cette année, mais on recommence évidemment au mois de janvier. Faites connaître ces conférences autour de vous, bien que la salle soit limitée, d'autres personnes viendront. Et n'oubliez pas que le Cérimès enregistre, vous l'avez vu ici, toutes ces conférences que vous pouvez visualiser, visionner à nouveau sur le site de l'IAP. Et faites aussi connaître les autres conférences telles que celle de la Société française d'astronomie, voilà, de la SAF. Et c'est comme ça que l'astronomie se fait et se partage. Bonne fin d'année.